Bienvenue dans Une page à la fois, le podcast des auteurs soucieux de construire une pratique durable et qui leur ressemble. Vous faites maintenant partie d'un petit groupe d'auteurs qui essaient de transformer la vie de leurs lecteurs à travers des livres pensés pour donner une expérience mémorable aux lecteurs et les submerger d'émotions. Mais parce que le système repose sur l'exploitation des auteurs, nous cherchons à travailler différemment. Nous devons être plus malins. Nous le faisons à travers une pratique consciente et audacieuse et ce podcast vous donne un aperçu de la vie quotidienne d'un auteur indépendant. Prêt ? On est parti. Allez, c'est reparti. J'avais prévu une semaine de vacances et puis en fin de compte, les vacances scolaires, c'est quand même compliqué l'organisation. Donc j'ai pris 2 semaines et on est reparti sur le podcast. Hier, j'étais en séance d'accompagnement sur le roman d'une autrice et on a parlé pas mal des 2 niveaux de lecture qui existent dans la fiction et qui font la force de la fiction et sa spécificité. On a d'un côté une lecture de l'intellect qui passe par le langage, qui comprend le sens de la lecture, et une lecture du corps, qui est la lecture par laquelle on ressent l'histoire, par laquelle on perçoit les sensations des personnages comme si on vivait l'histoire avec eux. Et on a tous déjà fait cette expérience de lecture où un texte nous emporte si bien qu'à la fin on est plein d'images, on est plein de sensations, d'impressions qu'il nous a laissées. On a l'impression, vraiment le sentiment d'avoir vécu la scène. Et quand on la relit plus tard, on se rend compte qu'à la fois on a inventé plein de détails, il y a plein de choses qu'on a dans notre imaginaire qui ne sont pas écrites telles quelles dans le texte, et en même temps on a manqué certains détails, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été écrites sur la manière dont les personnages peuvent être habillés, dans la manière dont ils se comportent par exemple, des choses comme ça, à côté desquelles on est passé, alors que pourtant elles sont écrites. Et la fiction elle repose là-dessus, sur le fait d'utiliser le langage pour provoquer une expérience chez le lecteur, une expérience qui finalement colle pas exactement au langage, mais qui le transcende, qui va plus loin. Et souvent, il y a quelque chose qui passe dans l'entretexte, dans l'intertexte, entre les lignes, qui n'était pas exactement ce qu'a écrit l'auteur, mais qui est ce que voulait l'auteur, et qu'a perçu le lecteur par une forme de magie, ou en tout cas d'intentionnalité qui a été mise dans le texte. Pour pouvoir provoquer une expérience forte chez le lecteur, la fiction elle se concentre sur les détails de l'univers qu'elle déploie, et sur l'atmosphère de cet univers. J'ai lu la semaine dernière un article, je crois que c'était d'une éditrice, qui disait que ce qui fait qu'un éditeur choisit un livre, c'est pas tant l'intrigue ou les personnages ou le style, c'est l'atmosphère qui se dégage du livre. Une fiction, c'est en effet d'abord un univers. On plonge en lisant un livre, ça peut être un roman, une nouvelle, peu importe, une fiction littéraire, elle nous plonge dans un écosystème qui est fait de décors, de personnages, de relations, d'une voix textuelle qui, tous ensemble, contribuent à composer une toile commune qui nous donne une impression générale. Et c'est cette impression qui fait qu'on est attaché à un texte ou pas, bien plus que l'histoire qu'il nous raconte. On peut avoir comme ça des romans très ouverts, très lumineux, très joyeux, ou à l'inverse, des romans étouffants. On va avoir des univers où tout va très vite, qui nous emportent par leur frénésie, et d'autres au contraire qui ralentissent la course du monde, non pas parce que l'histoire qui raconte le fait, mais parce que la manière dont elle est mise en scène, tout ce qui compose le contexte de cette histoire, crée cette sensation, crée cette impression, crée cette atmosphère et nous en imprègne. Et cette atmosphère, on ne sait pas toujours la nommer, mais elle nous enveloppe et elle reste avec nous. C'est comme un petit peu un filtre coloré qu'on mettrait devant nos yeux et qui nous déformerait, en fait, qui changerait notre perception du monde. Quand je parle de lecture par le corps, c'est de ça que je parle. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas toujours, quelque chose dont on n'a pas toujours conscience, au sens où on ne peut pas toujours le nommer, mais on le ressent dans une forme de conscience qui précède le langage, qui en est même séparé. Et c'est cette atmosphère qui est comme un cocon qui n'est pas forcément agréable. Des fois, on a des cocons qui sont écrasants. C'est cette atmosphère donc qui marquerait le plus notre expérience du livre et qui ferait justement qu'on va choisir un livre plutôt qu'un autre, qu'on va aimer un livre plutôt qu'un autre. Même 2 livres qui racontent la même histoire, même 2 livres qui traitent des mêmes personnages, des mêmes thématiques. Finalement, ce qui va nous attirer, c'est pas tant la plume de l'auteur que l'atmosphère qui va se dégager du livre dans son intégralité. Après tout, les intrigues, quand on y pense, c'est toujours à peu près les mêmes, les personnages aussi, c'est tous des humains, trop humains, on va retrouver les mêmes traits de caractéristiques. Ce qui va changer, c'est évidemment la combinaison de tout ça, des différents personnages, de leurs relations et de l'intrigue qu'on met en scène. Mais ce qui fait la marque d'un auteur, c'est ce qu'il partage de son expérience du monde, pas de son analyse, mais vraiment de l'expérience, avec tout ce que ce terme a d'englobant et de général. Et c'est difficile de parler de ça, de parler de l'expérience du monde. C'est un concept, c'est quelque chose qu'on peut ressentir, dont on a l'intuition, mais précisément parce que ça appartient à la sphère d'une lecture qui n'est pas intellectuelle, c'est compliqué de mettre des mots dessus. Alors on y accède par périphrase. C'est par exemple le frisson qu'on va ressentir dans une scène de neige quand on lit Jack London et les trappeurs qui sont perdus comme ça dans les grands paysages glaciaux.
C'est la torpeur d'un après-midi poisseux chez Marguerite Duras, par exemple, où ça va être un sentiment de flottement, des personnages un peu à côté d'eux-mêmes, qui sont en décalage avec le monde chez Nick Hornby, ou l'impression d'être embarqué dans un torrent d'actions et d'événements énormes, épiques, dans les romans de Hunter S. Thompson, par exemple. Ou c'est même le poids insoutenable des non-événements de Carver. On n'a même pas besoin qu'il se passe des choses pour ressentir cette atmosphère. L'atmosphère, elle vient de quelque chose qui se passe dans l'indicible, dans une accumulation de points de vue posés sur l'univers, posés sur les décors, de détails. Et alors comment est-ce qu'on utilise ça ? Si l'objectif de toute fiction, c'est d'embarquer le lecteur dans un monde, dans une atmosphère, notre boulot en tant qu'auteur, c'est d'apprendre à le faire. Et donc la première étape, ça va être bien sûr de conscientiser, d'intentionnaliser l'atmosphère qu'on veut offrir. Souvent quand je demande aux auteurs, mais qu'est-ce que tu veux proposer comme expérience à ton lecteur, ils n'ont pas réfléchi, ils ne savent pas y répondre. Parce que ça leur vient, c'est quelque chose qui est spontané, c'est quelque chose qu'on ressent, encore une fois. C'est quelque chose qui est intuitif. Et donc c'est important d'arriver, nous déjà, à mettre de l'attention dessus, non pas forcément en le nommant, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose de l'ordre de l'indicible, mais en le ressentant. En disant, ah voilà, ça c'est la coloration, ça c'est la teinte que je veux donner à mon récit. Et ensuite, il faut savoir alterner entre des moments qui s'adressent au corps dans l'écriture, des moments qui vont vraiment imprégner le lecteur de l'atmosphère et des moments qui s'adressent à l'intellect. Il faut quand même que le lecteur puisse comprendre ce qui se passe et aussi qu'il y ait des moments de respiration, des moments de pause dans les ressentis. Et surtout, on va travailler le détail et le texte. Le texte de sorte à ce qu'il soit jamais visible pour le lecteur. Ce que j'entends par visible, c'est qu'on ne veut pas que le lecteur bute dans la lecture. Il faut que les lignes s'enchaînent avec fluidité, que les mots s'entraînent les uns les autres. Et pour ça, il faut veiller à donner les informations, et je parle là d'un point de vue grammatical, dans un ordre simple et direct. On va éviter de préciser des détails après coup. Par exemple, si je dis que Jean soulève un meuble pour accéder à la prise, au fait, le meuble il est large comme lui et brun pour brancher l'aspirateur, tout d'un coup, j'ai haché la lecture. J'ai haché la compréhension, parce que j'avais démarré l'action, que Jean est en train de soulever un meuble, et il y avait une intention, il allait accéder à la prise, et naturellement, mon esprit va vers « mais pourquoi ?» est-ce qu'il a besoin d'accéder à cette prise ? Quelle est la suite de cette action ? Et tout d'un coup, je dis « Attends, pause. Je vais préciser quelque chose sur le meuble. » Et là, du coup, ça fait que dans mon cerveau, je suis obligé de maintenir deux informations en même temps. D'une part, Jean qui est en suspension avec le meuble entre les mains. Et là, je reviens sur le meuble. Et en même temps, il y a une part de moi qui se rappelle qu'il y avait une action en cours et hop, qui reprend l'action. Ce petit temps d'arrêt, il a l'air de rien pendant la lecture. Ça passe vite, c'est fluide. Quand on a des lecteurs qui sont expérimentés, ils vont très vite. Mais il est là quand même. Et il n'est pas insignifiant. Il n'est pas anodin. Et il y a des moments où ça peut être intéressant de créer ce côté un peu haché de la lecture et de la compréhension. Si je veux créer de l'attente, par exemple. Si je veux créer une suspension pour jouer peut-être avec les nerfs de mon lecteur, pour lui permettre de se projeter, d'anticiper, ça peut être intéressant. Mais il faut le faire en connaissance de cause, savoir qu'une écriture qui n'est pas fluide, complètement fluide, et qui n'est pas simple, nous sort de l'expérience. Parce qu'elle nous ramène au texte comme objet. Elle nous ramène aux mots comme médiateur d'un sens, plutôt que à l'expérience. L'expérience, elle est vécue directement. C'est pas quelque chose qui passe par une médiation. C'est-à-dire que quand on est pris dans le texte, quand on est immergé, on ressent, on voit directement dans le corps ce qui se passe. Quand on est au niveau du texte, on est au niveau d'une médiation. C'est-à-dire qu'on passe par le texte, on comprend le texte, on l'interprète, on l'analyse et après on se fait une idée de ce qu'il est en train de nous dire. Et ça, on le voit dans des passages qui sont conceptuels dans les histoires. On le voit dans des passages qui sont abstraits. On le voit quand on utilise par exemple des adverbes, ou quand on utilise des noms de saisons plutôt que de montrer les saisons, quand on utilise des durées, quand on dit ça a pris 2 heures plutôt que de raconter la durée. Est-ce que ces 2 heures, elles sont passées vite ou est-ce qu'elles ont été longues ? Ce qui nous intéresse dans la littérature, c'est l'expérience subjective du monde qui est faite par un personnage. Et c'est cette expérience subjective du monde qui crée une atmosphère parce qu'elle porte sur le monde de l'histoire, un point de vue particulier. Un point de vue qui est teinté de la justesse du personnage, ou en tout cas du narrateur. Si ce qu'on vise, c'est l'expérience la plus immersive possible, et ça c'est mon parti pris, je sais bien que d'autres lecteurs et d'autres auteurs ont pas ce parti pris-là, mais pour moi, la fiction, son but, la fiction littéraire, son but c'est de créer une expérience dans le corps qui soit immersive, alors on va choisir un langage qui favorise l'immersion. Ça veut dire qu'on va choisir un langage simple, précis et du détail. Donc on va dire que le meuble est large et brun avant de continuer l'action. On va dire Jean soulève le meuble qui est large comme lui et brun pour accéder à la prise afin de brancher l'aspirateur. Comme ça on a une continuité, on a une linéarité du texte qui fait que l'attention du lecteur peut être concentrée sur ce qu'il vit et pas sur le fait de reconstituer l'action, de reconstituer le sens.
Quand vous racontez une histoire, vous veillez à ce que chacun des détails que vous apportez renforce l'impression générale, renforce l'atmosphère. C'est pas une question d'utilité. Il s'agit pas de mettre des détails parce qu'on va s'en servir plus tard. On dit pas le meuble est brun parce que la couleur brune va avoir un écho plus tard sur quelque chose que va vivre le lecteur ou le personnage et que le fait que ce soit brun, ça va être un indice d'autre chose. Non. Il s'agit pas d'avoir une vision utilitaire du détail. Il s'agit de penser le détail comme quelque chose qui contribue à cette tapisserie, comme un fil qu'on va choisir parce que sa couleur se marie bien avec l'ensemble, parce que sa couleur contribue à l'impression globale qu'on veut donner. On dit que le meuble est large et brun parce qu'il nous ancre, ces informations-là nous ancrent dans un certain imaginaire. Ici, sans doute, un environnement assez classique, un mobilier assez classique. Dans le travail du détail, on va veiller à utiliser un vocabulaire précis, mais pas savant, c'est pour ça que je disais simple tout à l'heure. Parce qu'une commode, ça donne pas la même impression qu'un buffet. Un meuble, c'est rien du tout. Un meuble, c'est trop général. Une commode ou un buffet, ça pose un décor, ça pose un imaginaire. Ça ne dit pas la même chose du lieu ou de ses occupants. Et si c'est un tabouret, par exemple, si c'est pas un meuble mais un tabouret et qu'il est aussi large que Jean, alors à ce moment-là, ça nous dit quelque chose de Jean. Probablement que c'est un enfant, alors que si c'est un adulte, c'est qu'il est très frêle. Donc on va choisir un vocabulaire qui renforce l'atmosphère par la qualité des détails qu'il nous donne à voir, par la pertinence des détails qu'il nous donne à voir. Et cette pertinence, elle est jugée à l'aune de la coloration qu'on veut donner au texte. Et tout ça, ça va créer un contexte, tous les détails qu'on va mettre en place, qui facilitera ensuite la représentation de l'univers. C'est-à-dire que chaque détail qu'on donne caractérise un petit peu plus notre univers et renforce l'atmosphère. Et l'atmosphère, à son tour, informe la lecture et permet d'interpréter les détails d'une certaine façon. Mais ça, c'est un sujet pour une autre fois. Et comme d'habitude, le meilleur moyen de vous approprier ces concepts, parce que là, je parle de manière un peu théorique, c'est de l'expérimenter. Donc de penser l'écriture du corps, déjà de penser la lecture du corps, observer pendant que vous lisez comment ça résonne en vous, comment vous pouvez comprendre et en même temps ressentir, et que c'est pas forcément la même chose qu'on comprend et la même chose qu'on ressent. Et ensuite, dans l'écriture, il faut l'expérimenter en vous demandant quelle est l'atmosphère que vos textes portent et comment vous pouvez renforcer cette atmosphère en choisissant des détails signifiants. Et si vous avez envie d'expérimenter avec moi, avec un guide, je fais un stage d'écriture de nouvelles le 4 et 5 mars par Zoom, le samedi et le dimanche, de 13h à 18h le samedi, de 13h à 18h le dimanche. Vous venez avec ou sans projet et on construit un texte et on va pouvoir travailler là les différentes formes d'écriture et comment le langage qu'on utilise, comment la forme du texte donne une expérience au lecteur et comment cette expérience elle vient nourrir aussi l'intrigue et les personnages, parce que tout ça fonctionne ensemble. Voilà, je suis très content de reprendre le podcast. Là, je vais reprendre le rythme d'un épisode par jour. Comme d'hab, si vous aimez, vous pouvez liker, partager, faire tourner le podcast, si vous pensez que ça peut être intéressant pour des amis qui écrivent. Et si vous voulez plus d'infos sur le Mastermind, qui est le groupe de pairs que j'anime, qui permet de développer une pratique plus durable, et j'espère aussi pour vous plus prospère, en tout cas plus alignée avec vos objectifs, vous pouvez trouver toutes les infos sur anaelverdier.com/mastermind. Il y a eu quelques jours là où le site était indisponible, mais tout est revenu dans l'ordre. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Ciao.